Merci beaucoup, Pierre-Michel, de cette invitation qui m'a amené à revenir à des recherches que j'ai menées. Oh, j'ose même pas le dire, il y a 40 ans. La moitié des personnes présentes ici n'étaient peut-être pas nées. C'était justement l'époque où je travaillais sur les théories libérales entre guillemets, de la justice sociale. John Rawls, dont on a parlé à propos du football, Friedrich Hayek, Robert Nozick, etc. Et quelque chose m'avait surpris. Ces théories étaient au minimum non méritocratiques et même certaines d'entre elles anti-méritocratiques, dans un sens que je vais dire dans un instant. Alors pourquoi est-ce que c'était choquant? Parce que toutes les études qui existaient sur les représentations spontanées de la justice sociale étaient, d'une manière ou d'une autre, méritocratiques. Comment expliquer cet écart? C'était le point de départ de mes recherches, qui aboutit à l'ouvrage que tu citais, Le sacrifice et l'envie. Le sous-titre était le libéralisme aux prises avec la justice sociale. Donc il y a très longtemps que je réfléchissais à ces choses. Bon, aujourd'hui, je travaille sur d'autres choses. Je travaille, par exemple, sur la possibilité que la guerre en Ukraine débouche sur une guerre nucléaire. Bon, un sujet tout à fait important. Mais enfin, je vais jouer le jeu de revenir 40 ans en arrière. Bon, j'ai relu certaines des choses que j'avais écrites, que j'avais oubliées, et j'ai été parfois surpris, en bien et en mal. Voilà. Donc, je répète, mon point de départ, c'est cette énigme. Comment expliquer que les théories les plus influentes sur la justice sociale soient des théories non méritocratiques, et même, pour celle de Rawls, la plus importante, la plus influente, anti-méritocratique dans un sens que je vais donner. Mon exposé va avoir deux parties. D'une part, des prolégomènes, une sorte de contexte culturel et multiculturel. Et ensuite, j'attaquerai le sujet de la théorie de la justice de Rawls comme une théorie anti-méritocratique. Alors, je commence par 3 études de cas. Donc, ce sont mes prolégomènes. Voilà, 3 études de cas. La première concerne le Brésil. Alors, je dois vous dire que je suis brésilien par mes enfants. Bon, on peut être d'une culture ou d'un pays par ses parents. Moi, je le suis par mes enfants et petits-enfants. Et je reviens juste du Brésil. C'est pour ça que je suis en plein décalage horaire et pas très frais. La dictature militaire au Brésil a duré de 1964 à 1985. Je l'ai vécu en grande partie. Et le dernier président du Brésil, sous la dictature, s'appelait Jean-Baptiste Figueiredo. Le voici. Il était président de 79 à 85, et à 85, il a remis le pouvoir aux civils. Et c'est un certain Tancredo Neves qui est devenu président du Brésil. Alors, cette étude de cas peut être dite extrêmement rapidement. Il avait un frère, l'un et l'autre sont morts, Guillermo, qui était un écrivain assez raté, mais qui avait des ambitions et qui souhaitait entrer à l'Académie brésilienne des lettres. Bon, il s'est présenté 3 fois recalé. Vous le voyez ici, faire une déclaration à la presse, tenez-vous bien, se plaignant de ce que son frère président ne l'avait pas pistonné pour entrer à l'Académie des lettres. Le piston, disons, le népotisme existe partout dans nos sociétés, etc. Mais chez nous, il est honteux. On n'en parle pas.
au Brésil, c'est non seulement qu'on en parle, mais que c'est une des rares manières de grimper dans l'échelle sociale. C'est ça qui est absolument essentiel. Il y a un anthropologue américain qui s'appelle J.M. Foster, qui est le seul scientifique de sciences sociales qui est cité dans l'ouvrage de Rawls, Théorie de la justice. Et qu'est-ce que Foster? Alors Foster est un spécialiste des sociétés traditionnelles, rurales mais pas seulement, et alors il a surtout étudié ça en Amérique latine, au Mexique, au Brésil aussi d'ailleurs, mais aussi au Moyen-Orient. Et c'est une règle c'est un type de conduite et d'attitude qu'il a repéré dans toutes ces sociétés, c'est que on ne met pas en avant, alors j'ose pas dire le mérite, parce que cette notion même n'a pas de nom, enfin n'existe pas, les qualités individuelles. Alors on fait appel à quoi? À la chance, au hasard, on en a parlé tout à l'heure, ou alors, ce qui revient un peu au même, au destin. Le destin et le hasard vont toujours ensemble dans les sociétés traditionnelles, y compris dans les nôtres d'ailleurs. Et le destin, c'est quelqu'un qui vous prend en charge et qui vous conduit dans la vie. Il s'agit d'éviter de mettre en avant, en quelque sorte, allez, utilisons le mérite individuel. Pourquoi? C'est dans ma deuxième étude de cas qu'on va voir pourquoi. Alors là, on va se retrouver en France au XVIIe siècle et je vais vous parler de la scène du Soufflet du Cid de Corneille. Nous sommes en 1637. Ma génération, on étudiait le Cid par cœur pratiquement. Hein. Les vers que je vais présenter, je les connaissais par cœur, je pouvais les réciter. Bon, aujourd'hui, déjà la génération de ma fille, ça n'existe plus. Enfin, ma fille est brésilienne, donc on va retrouver ces vers. Alors, c'est une scène où apparaissent d'une part un grand dignitaire de la cour de Castille, Don Diègue, et un comte qui s'appelle le comte de Gormas. Et le Don Diègue vient d'être nommé par le roi à une haute fonction, et le comte de Gormas ne peut dissimuler son immense dépit. Et voici ce que Gormas dit à Don Diègue. « Enfin, vous l'emportez, et la faveur du roi vous élève en un rang qui n'est élu qu'à moi, il vous fait gouverneur du prince de Castille. » Remarquez les alexandrins parfaits. Et Don Diègue se défend en excipant de son mérite. Cette marque d'honneur qu'il met dans ma famille montre à tous qu'il est juste et fait connaître assez qu'il sait récompenser les services passés. Cependant, une nouvelle provocation, il préfère répliquer en retirant l'argument du mérite. C'est qu'il ne veut pas d'une querelle. Pourquoi ne veut-il pas d'une querelle? Parce qu'il est venu voir Gormas pour proposer à Gormas l'alliance entre son fils, Rodrigue, et la fille de Gormas, Chimène. Bon, j'espère que, même si vous n'avez pas étudié le Cid, Rodrigue et Chimène sont des noms qui vous sont familiers. Bon, donc, il est évident que Don Diègue ne veut absolument pas d'une querelle. Il vient proposer l'alliance des maisons. Bon. Et il dit, Don Diègue dit à Gormas, ne parlons plus d'un choix dont votre esprit s'irrite, la faveur l'a pu faire autant que le mérite. Cependant, les esprits s'échauffent jusqu'à l'escalade verbale qui mène au soufflet, alternance tragicomique de vers quasi tautologiques à la Bourdieu, d'une certaine manière. Voilà, alors on va voir ces vers.
Tiens, je propose après tout que nous jouions ces vers. Veux-tu être Gormas? Et je suis Don Diego, je suis le plus vieux. Et donc c'est toi qui vas m'agresser. Hein? Alors, les voici les vers. Voici les vers. Alors, on commence par toi, oui. Le comte de Gormas. Ce que je méritais, vous l'avez emporté. Qui l'a gagné sur vous l'avait mieux mérité. Qui peut mieux l'exercer en est bien le plus digne. En être refusé n'en est pas un bon signe. Vous l'avez eu par brigue, étant vieux courtisan. L'éclat de Méophée fut mon seul partisan. Parlons-en mieux, le roi fait honneur à votre âge. Le roi, quand il en fait, le mesure au courage. Et par là, cet honneur n'était dû qu'à mon bras. Qui n'a pu l'obtenir, ne le méritait pas. Ne le méritez pas, moi. Vous. Ton impudence. Téméraire vieillard aura sa récompense. Et là, tu me souffles, tu m'envoies un soufflet. Voilà, bon. Et c'est le... Bon. Et alors, que fait Don Diego, qui est évidemment humilié jusqu'à la mort, en quelque sorte? Il envoie son fils Rodrigue faire un duel avec Gormas. Rodrigue tue Gormas. Le problème, c'est que Gormas est le père de la femme qu'il aime, et que, d'où le dilemme dit cornélien, mais qui va bien se terminer. La chose extraordinaire, c'est que Corneille, avant d'écrire le Cid, a écrit 5 comédies. Mélite, la Servante, alors la Place Royale, la Galerie du Palais. La Place Royale est la plus connue, qui sont des comédies qui se terminent en tragédie. Le Cid, lui, happy ending, tout se passe bien à la fin. Bon, d'accord, mais il n'empêche qu'il y avait le dilemme. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on peut dire à propos du mérite ici? Eh bien, c'est qu'il est clair que tant Don Diego que le comte de Gormas partagent le principe méritocratique. Ils s'opposent simplement sur la manière de l'appliquer. Qui n'a pu l'obtenir ne le méritait pas, dit Don Diego. Ben, c'est bien le principe méritocratique. De même, vous l'avez eu par brigue, étant vieux courtisan. Cela veut dire vous n'auriez pas dû l'avoir, puisque ce n'est pas au mérite que vous le devez. Bon. Donc, ils sont d'accord sur le principe méritocratique, simplement, ils ne l'appliquent pas de la même manière. Et ce que Corneille montre ici, c'est que ce principe méritocratique mène à la rivalité, à la violence et même à la mort. Et cela jette d'une certaine manière une lumière sur ce qu'il peut y avoir de sage dans la méthode brésilienne, traditionnelle, disons, ici représentée par la concession faite au départ par Don Diego. Ne parlons plus d'un choix dans votre esprit s'irrite, la faveur l'a pu faire autant que le mérite. Troisième étude de cas. Alors là, on ne s'est pas concerté. Écoutez, je n'ai pas retenu votre nom de famille, mais permettez-moi de vous appeler Odile. Hein? Odile, c'est plus simple. Je vais vous parler de Laurent Schwartz, qui fut mon professeur de mathématiques et qui m'a élevé, enfin, qui m'a fait un peu ce que je suis, ce que je suis devenu. Donc, j'ai beaucoup vibré en vous écoutant là. Alors, je vais vous présenter une citation de Laurent Schwartz qui date des années 84-85. La gauche venait d'arriver au pouvoir, et certains s'en souviennent sans doute. Les promotions au CNRS se faisaient non pas au mérite, mais sous forme d'assistance sociale en quelque sorte. Je me souviens très bien, enfin dans nos disciplines en tout cas. Je me souviens très bien je ne vais pas rentrer dans les détails, enfin une femme qui avait des problèmes de famille très graves par ailleurs, oui, et qui avait été promue à la place de quelqu'un qui paraissait beaucoup plus méritant, travailleur, etc. etc. Bon. Et Schwartz trouvait ça scandaleux. Alors voici la citation en question. Il est malséant d'utiliser des expressions comme élève doué, bon élève, étudiant travailleur, intelligent ou méritant,
et des mots comme talent, qualité, réussite, compétence. On admire les bonnes équipes de football, tiens, mais vraiment, il y a une cohérence dans les séances de ce colloque, hein. Local ou national, on s'intéresse à la sélection qui accompagne leur recrutement, mais si un jeune obtient une mention au bac, on dira qu'il a été chanceux ou bûcheur. Bon, mais on avait beaucoup de temps, je vous dirais, comment réagissez-vous à cette citation? Il y a quand même quelque chose d'étonnant de la part d'un mathématicien et absolument éminent qui se permet une contradiction manifeste. Bon, comme vous allez le voir ici. Alors, évidemment, on pourrait jouer sur les mots disant, on pourrait jouer sur un autre jeu disant il ne rendait pas travailleur et bûcheur synonymes. Si, fondamentalement, et cette contradiction est extrêmement intéressante, extrêmement révélatrice. C'est pourquoi je la mets en scène. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire d'un élève qu'il est travailleur, ou d'ailleurs qu'il est intelligent, méritant, etc. C'est que le travail fait partie du mérite. Hein? Bon, il est fort, il est très fort, mais il fait des efforts pour développer ses talents. Et ça, c'est bien. Mais ça, on ne peut pas le dire dans une société égalitariste. On ne peut pas le dire. Ben alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, on peut dire qu'il est chanceux, ok, comme au Brésil, ou oublions le Brésil, enfin. Et qu'il est bûcheur, qu'il est travailleur. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire on ne doit pas dire qu'il est travailleur, ou est-ce qu'on doit le dire au contraire? Voilà. Ben, c'est extrêmement révélateur, extrêmement révélateur. La question est de savoir si, bon, dans le mérite, en philosophie en tout cas, on distingue deux composantes du mérite, les talents, ce qui est donné, ce qui vient de la nature, de la chance, etc., ce qui est donné, et ce que l'on fait, les efforts consentis. Voilà. Et la question est de savoir qu'est-ce qui, dans nos sociétés égalitaristes, disons, ça ne veut pas dire l'égalité y est satisfaite, mais ça veut dire qu'elles ont cet idéal de l'égalité. Qu'est-ce qui est le plus important? Quelle est la dimension la plus importante? Est-ce que c'est les dons ou est-ce que c'est l'effort? À l'époque, Bourdieu était tout-puissant. Il est toujours d'une certaine manière dans les sciences sociales. Enfin, il a toujours beaucoup d'influence. Et Bourdieu avait une réponse tout à fait paradoxale. Ce qui est le plus important dans ce qui définit le mérite, c'est ce qui est donné, et non pas le travail. Alors, c'est tout à fait étonnant, car, voilà, on refait un saut. Pitié. Alors, c'est sans doute, oui, quelqu'un qui n'est pas content, là, dans le ciel, et qui, voilà, se manifeste. Bon, Don Juan, c'est 30 ans après, en gros, le Cid. Et c'est la fameuse scène où... alors, je n'ai pas trouvé de bonne représentation, donc là, c'est Don Juan et Donna Elvire dans la mise en scène de Jean-Pierre Vincent. Mais c'est le rapport entre Don Juan et son père engueule Don Juan. Et il lui dit ceci: « Ah, quelle bassesse est la vôtre, ne rougissez-vous point de mériter si peu votre naissance, êtes-vous en droit, dites-moi, d'en tirer quelque vanité, et qu'avez-vous fait dans le monde pour être gentilhomme? Croyez-vous qu'il suffise d'en porter le nom et les armes, et que ce nous soit une gloire d'être sortis d'un sang noble lorsque nous vivons en infâme? Non, non, la naissance n'est rien, ou la vertu n'est pas, etc. » Bon, pas sur le suite. Donc là, on voit les valeurs aristocratiques, ce qui est donné,
parce qu'on n'a rien fait pour les faire advenir, qui sont mises au second rang, au profit, alors on ne peut pas dire de quelque chose qui est de l'ordre de ça serait déjà la bourgeoisie, mais enfin, quelque chose que l'on fait dans le monde. Hein. En anglais, on dirait « to make the world a better place ». Bon, évidemment, on ne va pas parler anglais ici. Et là, Bourdieu nous dit, dans la société actuelle, bourgeoise, industrieuse, etc., ce sont les valeurs aristocratiques qui ont plus d'importance que les valeurs bourgeoises. Et il cite, et vous allez comprendre ce dont il s'agit, une pièce qu'on ne joue plus, enfin qui fait toujours partie du répertoire de la Comédie Française, de Octave Mirbeau au début du XXe siècle, je crois que c'est 1902-1903, qui s'appelle « Les affaires sont les affaires », où un noble qui s'appelle De Porcelet, vous voyez que c'est pas, est aux prises avec un bourgeois le bourgeois le chat lui propose une alliance, comme Gormas, comme Dondiac par rapport à Gormas. Vous pouvez tout nous acheter. Vous pouvez tout nous acheter, nos biens, nos titres, nos filles, mais pas la manière de s'en servir. Bon. Vous voyez, c'est du comique troupier quand même, hein. Pas la manière de s'en servir. Bon, il y a quelque chose que les bourgeois n'arriveront jamais à faire, c'est acquérir des manières. Hein. Ils peuvent acheter nos filles, mais ils ne sauront pas servir de nos filles. Bon. Ben oui, dans nos sociétés bourgeoises, l'aristocratie et ses valeurs restent encore dominantes. Alors, puisqu'on parle des maths, moi je me souviens qu'à l'époque je faisais des maths, par exemple la préparation au concours aux grandes écoles, école normale ou école polytechnique, celui qu'on admirait, c'est celui qui, au bout d'une demi-heure, avait fini le concours. Bon, il sortait, il était fier. Bon, c'était un don, voilà, c'est tout. C'est beaucoup plus important beaucoup plus méritant que celui qui s'efforçait, etc. En vous écoutant, Odile, là, je pensais à ce qui est au théorème, plutôt à la conjecture de Fermat. Il me semble qu'il y a pour beaucoup de gens, enfin, qui connaissent un petit peu sans avoir jamais, ils ne comprendront jamais la démonstration. Fermat a plus de prestige que Andrew Wiles. Hein. Il a fallu tellement de temps à Andrew Wiles. En plus, il s'est trompé, enfin, etc. Il a fallu l'aide d'un étudiant, etc. Bon, quel bûcheur il a fallu pour obtenir la démonstration. Fermat, lui, il avait le truc. Ben, évidemment, Fermat n'avait rien démontré. Mais malgré tout, en termes de prestige, c'est bien celui à qui quelque chose est donné qui est plus admiré que celui qui bûche pour réussir. Et donc voilà comment j'explique la contradiction. C'est une vraie contradiction dans le discours de Laurent Schwartz. Hein. C'est être bûcheur, c'est comme avoir la faveur du roi, ou c'est comme... ou alors, si on n'a pas la faveur du président, eh bien, on est mécontent et on le dit en public. Voilà. Alors, quand on a tout ça en tête, on peut maintenant se poser la question dont je suis parti. Pourquoi les théories de la justice sont-elles non, voire anti-méritocratiques? Alors, donné que je ne vais parler que de celle de Rawls. Hein. Je pourrais parler de celle de Hayek, de Nozick. J'ai fait tout ça dans le livre que Pierre Mussel citait tout à l'heure. Voilà, c'est un livre donc il était déjà très 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 malade sur cette photo, c'est pour ça que c'est une photo tragique. Il allait mourir. En anglais, A Theory of Justice, qu'on a traduit en français. Alors j'ai non pas traduit ce livre, il a fallu 5 ans, sinon 6, à la malheureuse traductrice
Catherine Audard, qui a fait un travail excellent par ailleurs. J'étais l'éditeur au sens anglais du terme. Bon, j'ai fait le travail de notes, etc. Et aussi le publisher au Seuil. Bon, ça m'a pris 5 ans de ma vie aussi. Et j'ai désavoué ce livre plus tard, sans regretter le travail que j'avais fait à son sujet. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Rawls imagine une situation originelle dans laquelle les sociétaires sont sous ce qu'il a appelé le voile d'ignorance, c'est-à-dire qu'ils ignorent à peu près tout de leur position, de leur goût, de leurs caractéristiques, de leurs allégeances religieuses, philosophiques et autres dans la société réelle. Et c'est sous ce voile d'ignorance qu'ils doivent se mettre d'accord sur des principes de justice gouvernant les institutions de base de la société. Bon. L'ignorance en question est censée apporter une dimension de fairness, c'est-à-dire le mot qu'il utilise d'ailleurs, fairness, qu'on a traduit par équité. Justice, c'est justice, fairness, équité. Mais nos sociétaires sont intéressés. Simplement, ils ne savent pas ce que sont leurs intérêts. Bon, Rawls montre en 800 pages que les sociétaires se mettent d'accord sur 3 principes de justice que je vais résumer en un seul, qui les synthétise tous les 3. C'est une formulation qu'a accepté Rawls aussi, et que j'ai présenté ainsi. Toute inégalité, alors le footballeur, vous en avez parlé un petit peu, toute inégalité est injuste, qui n'est pas au service des plus défavorisés, et ce dans 3 domaines strictement hiérarchisés: les libertés fondamentales, les opportunités, opportunities en anglais, bon, on peut traduire opportunité ou chance, et les parts de gâteau économique et social. Ces domaines sont strictement hiérarchisés. Strictement ici veut dire, bon, peut-être que je vais me faire comprendre, je suis sûr qu'il y a beaucoup de logiciens parmi vous, enfin, c'est un ordre dit lexicographique, c'est-à-dire l'ordre des mots dans le dictionnaire. Bon, disons, bar vient avant but, la première lettre est la même et A est avant U. Mais but est avant car. Car la première lettre l'emporte infiniment sur les deuxièmes, qui l'emporte infiniment sur le classement des troisièmes, etc. Bon. Et une manière plus simple de le dire, enfin pas plus simple, mais plus parlante peut-être, c'est de dire que on ne peut pas justifier une action allant dans le sens de la justice pour une dimension donnée, par exemple les opportunités, si cela entraîne un sacrifice du principe d'égalité des libertés. Bon. Supposez que vous trouviez une manière, et on peut en trouver d'ailleurs, hein, de rendre les opportunités plus égales, mais qui amène à restreindre les libertés, on n'a pas le droit. Imaginez que vous trouviez une manière de rendre les parts du gâteau économique et social plus justes, dans un premier temps, je dirais plus égales, mais ce n'est pas le cas, mais que ça amène à sacrifier le principe d'égalité des libertés fondamentales. Bon, on ne peut pas. Hein, d'accord. Donc, la justice économique et sociale vient en 3e et dernier rang, et infiniment hiérarchisée par les précédentes. Ce point est extrêmement important pour comprendre la logique de la théorie. Alors, j'ai presque fini, mais ça va être un peu difficile. Il va falloir penser un peu.
Voilà. Alors, qu'en est-il du rôle du mérite dans la théorie de la justice? Il tient en deux propositions. Première proposition. Les règles qui doivent présider à la répartition du produit social ne sont pas le symétrique inverse des lois pénales. Celles-là ne récompensent pas la vertu, comme celle-ci sanctionne le crime. Le principe selon lequel les parts du gâteau social devraient être calculées en proportion du mérite de chacun n'a pas sa place dans le contrat social originel, sous la position originelle. La justice sociale rawlsienne n'est donc pas méritocratique. Les parts du gâteau social, c'est la troisième dimension, ne sont pas calculées en proportion du mérite de chacun. Deuxième proposition, qu'en est-il du mérite, proprement dit? Les chances de mener une vie pleine ou médiocre dépendent des institutions de base de la société, certes, mais aussi de la loterie naturelle, comme vous êtes né, et de la contingence des circonstances sociales de la naissance. Alors vous naissez avec des gènes qui vont faire que vous allez être très grand ou petit, gros, etc., mais aussi les circonstances sociales. Bon, tant la loterie naturelle que les circonstances sociales de la naissance sont arbitraires d'un point de vue moral. Aucun mérite ne s'y attache. Ça vous est donné. Nul ne mérite ses talents et ses capacités. En fait, Rawls va beaucoup plus loin, puisque vous souvenez-vous à propos de ce que je disais à propos de Laurent Schwartz, les deux dimensions du mérite, à savoir ce qui vous est donné et les efforts que vous faites pour développer vos talents. Rawls va beaucoup plus loin, puisqu'il affirme que même les efforts déployés par un individu pour cultiver ses dons, ses talents, ne peuvent être mis à son actif, ces efforts étant eux-mêmes déterminés par les capacités et les talents naturels. Les dons et les efforts étant arbitraires doivent être neutralisés dans la sphère morale. Il n'y a aucun mérite au talent que vous recevez de vos parents, de la nature, de la chance, etc. Il n'y a aucun mérite aux efforts que vous faites pour déployer ces talents. Bon, dans le contexte libéral, le mot libéral, je fais une parenthèse ici. Si je parlais anglais, ce serait totalement ambigu, puisque liberal, dans l'Amérique, de Rawls, ça veut dire centre-gauche, quoi. Enfin, bon, la plupart des démocrates aux États-Unis sont liberals. Quand Rawls a été traduit en français, donc la gauche était au pouvoir, et on a mis Rawls dans le même sac que Hayek, par exemple, bon, en disant c'est un libéral. Bon, c'était une faute d'anglais ou une faute de tout ça, beaucoup plus grave de compréhension de la théorie de la justice. Bon, c'est libéral au sens traditionnel de la philosophie morale et politique, et on le voit là dans le fait que les libertés fondamentales viennent hiérarchiquement, une hiérarchie absolue en premier. Bon, voilà, donc ça a évidemment choqué les libéraux au sens français du terme autour de Rawls, et en particulier Hayek, Nozick et compagnie. Comment on enlève des caractéristiques de la personne, ses talents, et jusqu'aux efforts qu'elle fait pour développer ses talents. Mais c'est absolument scandaleux, c'est totalitaire. Alors, on a dit, surtout en France d'ailleurs, on a compris. Rawls refuse que le partage social soit corrélé au talent et même aux efforts pour la raison que, selon lui, on n'a aucun mérite à posséder ces talents, on n'a aucun mérite à faire des efforts. Bon, si on avait du temps, si on était autour d'une table de séminaire, je vous dirais, comment réagissez-vous à cette interprétation? Ben, si cette interprétation était juste, Rawls serait méritocratique au sens de 1. Si vous dites on n'a aucun mérite à posséder ce talent,
on n'a aucun mérite à faire des efforts. Donc le partage social ne doit pas être corrélé au talent. Ben, vous êtes méritocratique, vous utilisez le principe méritocratique. Rawls est anti-méritocratique. Il est non méritocratique. J'espère que vous le comprenez. C'est un. Il faut avoir à la fois un et deux. Bon, allez, l'énigme, on n'a pas le temps de la prolonger, même si ce serait amusant. Le footballeur tout à l'heure a cité le principe de différence. Alors c'est justement le principe de... Bon, attendez, je dis quelque chose avant de montrer cette slide. Supposez que vous ayez à partager un gâteau entre 3 individus et que vous voulez que la part la plus petite soit la plus grande possible. Comment est-ce que vous le partagez? Ben, vous le partagez également, car si vous le partagez inégalement, la part la plus petite serait inférieure à 1/3. OK. D'ailleurs, il y a une procédure dite parfaite dans un monde où les individus seraient totalement égoïstes, qui est bien connue, qui est que quelqu'un partage, enfin pour 2 individus, quelqu'un partage et l'autre choisit. Donc celui qui partage choisira en second, et donc il a intérêt à avoir la part la plus grande et il partage également. Bon. Très bien. Maintenant, supposez que la métaphore du gâteau... Alors, Rawls considère que les 2 premières dimensions, tout ça est discutable. Il y a 800 pages d'arguments, je vous le rappelle. Rawls considère que pour la dimension liberté fondamentale et la dimension opportunité ou chance, il n'y a pas de raison que le maximum de la part la plus petite s'obtienne par autre chose que l'égalité. Donc, il y a un principe d'égalité des libertés fondamentales et un principe d'égalité des chances. En revanche, pour ce qui est du gâteau économique et social, c'est un bien étrange gâteau, puisque sa taille dépend de la manière dont il est partagé, à cause tout simplement des incitations, auxquelles Rawls donne un grand rôle. Si vous ne payiez pas assez les polytechniciens, les footballeurs, les avocats, les médecins, etc., eh bien, le gâteau serait plus petit, parce que ce sont des gens plus productifs que les autres, et les premiers à en souffrir seraient les plus mal lotis, bien évidemment. Donc, vous voyez bien qu'il y a un équilibre. Alors, si on faisait des maths d'ailleurs très élémentaires, on pourrait montrer qu'il y a un point, en quelque sorte, d'optimisation pour ce qui est des inégalités. Il faut un minimum d'égalité, enfin, il faut un certain degré d'inégalité pour que la part la plus petite soit la plus grande possible. OK. Donc, le principe de différence est un principe d'inégalité, mais d'inégalité juste. Alors, voici ce que ça donne. La justice implique une corrélation positive entre les talents et les efforts d'un côté et les parts de la richesse sociale de l'autre. Et ceci pourquoi? Afin que le lot le plus faible soit le plus grand possible. Cette propriété-là, c'est une propriété qui n'est pas morale, qui est purement fonctionnelle. Ce qui est moral, c'est de maximiser la part la plus faible. C'est ça qui est moral. Mais la condition pour obtenir cela, à savoir un certain niveau d'inégalité, elle est purement fonctionnelle. Il n'y a rien de moral en elle. B, je reviens sur l'aspect anti-méritocratique, on n'a aucun mérite à ses talents et à ses efforts. 3, donc la corrélation entre les parts et les talents et les efforts ne traduit pas un principe méritocratique.
puisque vous avez plus de talent, vous faites plus d'efforts, etc., vous avez plus que les autres. Mais ceci, non pas parce que vous le méritez plus, ce serait méritocratique, vous comprenez? Mais pour maximiser la part du plus mal loti. Et c'est là qu'est l'éthique. Bon, c'est parfaitement logique, c'est parfaitement cohérent, enfin, il faut réfléchir un tout petit peu. Mais idéologiquement, ça paraît extrêmement problématique. Et de fait, Rawls a été critiqué aussi bien à droite qu'à gauche. À droite, on a dit, mais comment vous retirez des individus leurs qualités, leurs bonnes qualités, les dons qu'ils ont et les efforts qu'ils font pour développer ces dons, vous leur retirez ça? Mais c'est scandaleux. Bon. Et à gauche, on a dit, mais comment votre bonne société est une société inégalitaire où les inégalités sont corrélées aux talents et aux efforts. C'est parfaitement cohérent, logiquement, et c'est idéologiquement extrêmement problématique. Question, pourquoi Rawls en est-il arrivé à ce point? Et c'est là que je mobilise les 3 prolégomènes que je vous ai présentés, bon, sur lesquels je ne vais pas revenir. J'imagine que vous les avez en tête. Alors, je termine. Bon. J'ai suggéré comme réponse à cette question, qu'est-ce qui fait qu'il s'est laissé coincer dans cette configuration par rapport au mérite? C'est la menace que font peser les passions que lui-même appelle, Spinoza l'appelait les passions tristes, les passions mauvaises, enfin les passions disruptives, les passions, sur la théorie de la justice. La bonne société rawlsienne, je n'ai pas insisté là-dessus, mais ça fait partie de tous les prolégomènes, est une société que tous s'accordent publiquement à reconnaître juste. La condition de publicité, comme chez Kant, est absolument essentielle. Rawls prétend prolonger la théorie du contrat social de Kant, et la condition de publicité est absolument essentielle. Donc, c'est une société que tous s'accordent publiquement à reconnaître comme juste et qui pousse aussi loin que possible les conditions d'une véritable égalité des chances. Bon. Mais c'est par ailleurs une société inégalitaire où les inégalités sont corrélées avec et donc donnent à voir les différences d'aptitude, de talent, de compétences et d'efforts. Comment ceux qui sont au bas de l'échelle pourraient-ils s'en prendre à d'autres qu'eux-mêmes de leur infériorité? Si vous voulez, une société qui est de toute évidence inégalitaire, etc., on peut toujours dire « Ah ben oui, je suis au bas de l'échelle, mais c'est l'injustice sociale. » Non, là on ne peut pas le dire, puisque c'est au contraire la justice. L'expression inégalité juste a paru, évidemment, à des gens qui n'avaient pas fait ce travail de réflexion, comme parfaitement oxymoronique. Bon. À quoi s'ajoute que les plus défavorisés devraient en principe se montrer reconnaissants de ce qu'ils ne sont pas plus malheureux qu'ils sont et en rendre grâce à puisque leur sort est maximisé, et en rendre grâce à leurs congénères plus favorisés, puisque c'est les plus favorisés qui font que la part du plus mal loti est la plus grande possible. Dans une telle société, écoutez, il est évident que l'envie, la jalousie, les passions mauvaises ont le champ libre. Pour couper la route à ces passions mauvaises, eh bien, comme dans, par exemple, la société brésilienne de l'époque, il faut supprimer le mérite, c'est-à-dire la différence dans la valeur individuelle. Car c'est penser que l'autre mérite sa bonne fortune qui déclenche les tourments de l'envie. Quand on écoute l'envieux, évidemment, il dit que c'est l'injustice, etc., que l'autre n'a absolument pas mérité par ses qualités propres ce qu'il a.
Mais en vérité, l'envieux, le vrai envieux, a la pensée inverse, qui est qu'il mérite véritablement ce qu'il a. Et c'est pourquoi je souffre. Il ne faut pas prendre le discours de l'envieux au pied de la lettre. L'envieux, par le fait même qu'il est envieux, reconnaît la supériorité individuelle de l'autre. D'où l'insistance de Rawls, si paradoxale dans le contexte idéologique qui est le sien, sur l'arbitraire des conditions initiales et l'absence de mérite ou de démérite qui s'y attachent, non seulement les conditions initiales, mais les efforts faits pour les développer. Pour caricaturer quelque peu, pour me faire mieux comprendre, je dirais la chose suivante, mais c'est vraiment une caricature, hein. On ne peut pas le reprocher à Rawls. Hein. Le pauvre dans la société juste n'aurait à souffrir de nul complexe d'infériorité parce qu'il saurait que s'il est pauvre, c'est qu'il est taré. Quant au riche, il n'aurait pas de raison de se sentir supérieur parce qu'il saurait que tant ses talents que ses aptitudes à l'effort ne sont que des moyens qu'il a reçus de la nature, sans autre valeur que fonctionnelle, de rendre la société plus juste et de contribuer à la maximisation du sort du plus mal loti. Alors, la solution rawlsienne peut-elle fonctionner? Elle ne pourrait fonctionner que si les sociétaires eux-mêmes se persuadaient que le mérite n'est pas en jeu. Malheureusement, plongé dans un univers de concurrence, l'individu moderne n'accepte pas, dans sa voracité, qu'on prétende lui retirer toute une part de lui-même, ses dons, ses talents, ses efforts, son mérite, en un mot. Les gagnants ne veulent pas qu'on les prive de leur prestige. Et alors j'ajouterai en faisant un peu de la psychologie des profondeurs, mais là c'est sûr que beaucoup ne me suivraient pas, les perdants ne veulent pas qu'on les prive de leur tourment. On ne peut mettre le mérite hors circuit, il le faudrait pourtant pour que la société juste ne soit pas une société invivable. Telle est l'aporie de la justice sociale dans une société de concurrence, car bien sûr c'est la concurrence qui est derrière tout ça. Voilà, merci.